Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre édition en version française. Sans plus attendre, à tout de suite les titres. Le face-à-face entre les membres de la Chambre haute et les membres de l'exécutif a duré 16 heures de temps hier dans la salle de séance plénière du Sénat. Les doléances des sénateurs ont porté principalement sur le volet social de la population. L'état de santé des patients touchés par l'intoxication alimentaire survenue à Mbouimalas, qui a coûté la vie à plus d'une douzaine de personnes, s'améliore rapidement. Le nombre de décès s'élève à 14, selon un bilan publié par la JRA à 10h30 aujourd'hui. Madagascar regorge de potentiels agricoles importants, mais qui sont sous-exploités. La coopération sud-sud est triangulaire entre la France, le Kenya et Madagascar est donc une opportunité d'exportation de productions agricoles vers le marché européen, d'après les explications. Au Moyen-Orient, 4e jour de la guerre entre Israël et l'Iran, Téhéran a annoncé des frappes sans interruption jusqu'à l'aube, mardi, après une nouvelle vague d'attaques israéliennes contre sa télévision nationale et plusieurs autres cibles. À la une des actualités, le face-à-face entre les membres de la Chambre haute et les membres de l'exécutif a duré 16 heures de temps hier dans la salle de séance plénière du Sénat. Les doléances des sénateurs ont porté principalement sur le volet social de la population. Nicolas Rabé-Mananzar, vice-président du Sénat, a sensibilisé les ministres concernés sur l'importance de la réhabilitation des infrastructures et sur la nécessité de promouvoir le domaine de la santé dans les districts de la région de Vatvavi. Reportage de Zoura Barzone et Ismaël Anjian-Safnien. Les sénateurs ont patienté jusqu'à 2h du matin pour entendre les réponses des membres du gouvernement à propos de l'avancement des projets de construction et de réhabilitation d'infrastructures dans leurs régions et provinces respectives. Pour le cas de la région de Vatvavi, le vice-président du Sénat, chargé du Triangle du Sud, a expliqué que Mananzaj n'avait pas de CSB2 conforme aux normes et que la réhabilitation de l'hôpital Manarapench avait été suspendue. Noussaval et Mananzaj ne disposent pas encore de commissariat, selon le vice-président du Sénat Nicolas Rabé-Mananzaj. L'antenne du ministère de la Sécurité publique, Aïfanadine, avait été mise en place il y a 2 ans, mais les locaux restent fermés jusqu'à présent, d'après les explications du vice-président du Sénat Nicolas Rabé-Mananzaj. Non alimenté en eau ni en électricité, l'abattoir de Mananzaj est également dans un état de délabrement avancé. Le vice-président du Sénat a aussi interpellé le ministre des Transports concernant la réhabilitation de la ligne ferroviaire reliant Manakar à Fianarantsu et à propos de l'ouverture de l'aéroport de Mananzaj. L'accès à l'eau potable dans le district de Manakar et à Mananzaj est encore problématique, d'après le vice-président du Sénat, Nicolas Rabé-Mananzaj. Il a également sollicité à la ministre de la Communication et de la Culture la construction de la maison de la culture à Mananzaj. Seul le ministre de la Pêche a reçu des félicitations de la part des sénateurs, lui qui communique sur WhatsApp avec les sénateurs. L'état de santé des patients touchés par l'intoxication alimentaire survenue à Mbouimalas et qui a coûté la vie à plus d'une douzaine de personnes s'améliore rapidement. Le nombre de décès s'élève à 14 selon un bilan publié par la JRA à 10h30 aujourd'hui. Le nombre de personnes hospitalisées après ce terrible incident s'élève également à 49. Les médecins ont indiqué que l'enquête en cours déterminera s'il s'agit d'une intoxication ou d'un empoisonnement. L'équipe médicale travaillera 24 heures sur 24 pour prendre en charge tous les patients selon les informations fournies. Reportage de Sibela Ranjamazava et Fecha Anjamanazaj. Le nombre de décès dus à l'intoxication alimentaire à Mbouimalas a encore augmenté aujourd'hui. On compte 14 décès actuellement contre 11 hier
selon le dernier bilan officiel sorti par la Chiera, mis à part les 3 autres victimes qui sont décédées en dehors de la Chiera. Le nombre de personnes hospitalisées est également passé à 49. L'état de santé des patients actuellement pris en charge à la Chiera continue de s'améliorer rapidement. On ne sait toujours pas s'il s'agit d'une intoxication ou d'un empoisonnement. Les médecins ont indiqué que cela ne sera déterminé qu'après obtention des résultats de l'enquête. Les patients ont tous présenté des symptômes identiques. Les médecins ont confirmé que leur prise en charge à la Chiera était gratuite et que des dispositions avaient été prises en ce sens. L'équipe médicale travaillera 24 heures sur 24 pour prendre en charge tous les patients, selon les informations. Suite aux plaintes concernant les coupures de courant, un groupe électrogène a déjà été mis à la disposition de l'hôpital et qu'il est actuellement utilisé en ce moment. Pour rappel, la première victime est décédée des suites de cette intoxication samedi. Les victimes étaient des jeunes âgés de 17 à 40 ans. Parmi les victimes figurait un DJ, fils de l'entraîneur de football Titi Raswanev. Des membres de la famille du footballeur Rakul figuraient également parmi les victimes. La cuisine utilisée par les responsables du service traiteur a déjà été inspectée. Tous les objets ou produits suspects font actuellement l'objet d'une enquête selon les informations. Madagascar regorge de potentiels agricoles importants mais qui sont sous-exploités. La coopération sud-sud est triangulaire entre la France, le Kenya et Madagascar est donc une opportunité d'exportation de productions agricoles vers le marché européen d'après les explications. Les petites et moyennes entreprises, les syndicats professionnels ainsi que les coopératives agricoles sont les principales cibles de la coopération. Ils vont bénéficier d'un renforcement des compétences techniques et organisationnelles, d'une facilitation de l'accès au financement, à la certification et aux infrastructures nécessaires. Cette coopération représente une opportunité pour la promotion du secteur agricole selon l'Organisation internationale du travail, Mamtenjamluna et Omega Ranevzon. L'ouverture davantage du marché européen à l'exportation de fruits et légumes, d'épices, de haricots verts ainsi que des piments malagasy est un des principaux objectifs que s'est fixé Madagascar dans le cadre de la coopération sud-sud et triangulaire. Produite massivement à Madagascar, toutes ces denrées constituent le potentiel agricole malagasy. Grâce à ces produits, Madagascar sera de plus en plus compétitive en matière d'exportation sur le marché européen d'après les explications. Il faut pourtant respecter les différentes normes exigées par ce marché afin de pouvoir y accéder facilement, raison pour laquelle la coopération sud-sud et triangulaire entre la France, le Kenya et Madagascar a été mise en place. Les deux pays, le Kenya et Madagascar, ont signé des accords commerciaux avec l'Union européenne et l'idée est de voir comment on peut aider surtout les petites et moyennes entreprises et les coopératives pour pouvoir profiter de l'accès au marché européen. Comment est-ce qu'on peut renforcer leurs capacités pour qu'ils puissent respecter les procédures phytosanitaires et d'autres procédures afin d'avoir accès au marché. Et le dialogue aujourd'hui avec la délégation de l'Union européenne, c'était de voir comment on peut créer une synergie avec leurs différents programmes qu'ils ont ici à Madagascar. La coopération permettra également de renforcer les compétences techniques et organisationnelles des PME et coopératives agricoles, de créer des synergies avec les programmes existants de l'Union européenne à Madagascar, de promouvoir le travail des soins et la justice sociale dans les milieux ruraux, de faciliter l'accès au financement, à la certification et aux infrastructures nécessaires et de formaliser les structures économiques rurales et d'améliorer la gouvernance des coopératives. Aussi, une délégation kenyane effectue actuellement une mission à Madagascar, notamment dans les zones rurales, pour identifier les opportunités de collaboration dans les secteurs de l'agriculture, de l'agro-industrie et du commerce international. Durant cette semaine, une descente sur le terrain est prévue à Antsirabe afin d'évaluer les opportunités de coopération sud-sud et d'appuyer les acteurs agricoles locaux dans le renforcement de leurs capacités productives, logistiques et commerciales
selon toujours les précisions. 8 candidats sur les 525 inscrits ne se sont pas présentés à l'examen du CEPE de ce jour auprès du centre du CEG d'Anzoumakil. Selon le chef de la zone d'administration pédagogique d'Anzoumakil, ces absents doivent attendre l'année prochaine s'ils veulent encore passer le CEPE. D'après ses explications, les parents d'élèves ont déclaré que le CEPE a encore de la valeur. La promotion de l'éducation fait partie de la politique de développement de la commune de Bungatsar, raison pour laquelle la dite commune a pris en charge le repas du midi de ses candidats au CEG d'Anzoumakil, selon le maire de Bungatsar. 525 candidats se sont inscrits pour participer à l'examen du CEPE pour l'année 2025 dans le centre du CEG d'Anzoumakil. 8 candidats ne se sont pas présentés aux épreuves de ce jour dans le ZAP d'Anzoumakil, selon le chef ZAP. Ces absents doivent attendre l'année prochaine, d'après ses explications. Malgré cela, l'examen du CEPE s'est déroulé sans incident majeur au CEG d'Anzoumakil, selon toujours les explications. Chaque étudiant a eu sa propre perception des examens. Malgré les divergences d'opinion, tous les candidats se sont accordés qu'ils souhaitaient tous réussir à l'examen. Les parents des étudiants, quant à eux, ont déclaré que le certificat d'études primaires élémentaires au CEPE est un diplôme qui a encore de la valeur, ce qui les a poussés à accompagner leurs enfants. La promotion de l'éducation faisant partie de la politique de développement de la commune de Bungatsar, la dite commune a pris en charge le repas du midi de ses candidats au CEG d'Anzoumakil, selon le maire de Bungatsar. Le maire de la commune de Bungatsar a déclaré que cette initiative se poursuivra. Le maire de Bungatsar et ses collaborateurs se sont rendus sur place pour observer le déroulement de l'examen, encourager les candidats et assurer la distribution des repas. Place maintenant aux actualités internationales. Au Moyen-Orient, 4e jour de la guerre entre Israël et l'Iran, Téhéran a annoncé des frappes sans interruption jusqu'à l'aube, mardi, après une nouvelle vague d'attaques israéliennes contre sa télévision nationale et plusieurs autres cibles. La Chine, via son ambassade, a pressé ses ressortissants à quitter Israël au plus vite, tandis que le président américain Donald Trump a appelé à évacuer à Téhéran immédiatement. Reportage de France 24. Cette présentatrice de la télévision iranienne est en direct quand soudain, une forte explosion retentit. Ce lundi, la capitale iranienne a été le théâtre de nouvelles frappes israéliennes. Depuis la base aérienne de Tel Nov, Benyamin Netanyahou l'assure, son armée contrôle désormais le ciel de Téhéran. Nous sommes en passe d'atteindre nos deux objectifs, éliminer la menace nucléaire et celle des missiles. Lorsque nous contrôlons le ciel de Téhéran, nous frappons les cibles du régime. Nous disons aux résidents de Téhéran, évacuez vous-même. Nous sommes sur le chemin de la victoire. Défiguré par un missile iranien, voici à quoi ressemble désormais ce quartier d'Haïfa en Israël. Ici, la déflagration a été puissante, en témoignent ces carcasses encastrées de voitures calcinées. Les habitants ont eu très peur. On s'est réfugié dans l'abri et quelques minutes après, on a entendu un gros boom. On a compris que c'était très proche. J'étais avec ma fille, elle a 5 ans. Elle a commencé à pleurer, elle était paniquée. Ce lundi, pour la 4e journée consécutive, l'Iran a visé plusieurs grandes villes israéliennes à l'image de la grande banlieue de Tel Aviv, une ville que les autorités iraniennes appellent à évacuer au plus vite. Une riposte à la vaste offensive lancée vendredi dernier par l'État hébreu, désireux de vouloir empêcher Téhéran de se doter de l'arme atomique. Image à l'appui, l'armée israélienne indique avoir détruit dans la nuit de dimanche à lundi des dizaines de drones lancés en direction de son territoire. Sur ces autres images, un convoi transportant selon l'État hébreu des missiles solaires, il a été détruit par une frappe. Israël, qui depuis vendredi indique avoir visé des dizaines de sites de missiles sol-sol, ainsi que des installations militaires dans l'ouest de l'Iran.
Et voilà, c'est la fin de notre édition en version française. On vous donne rendez-vous à 19h30 pour la version malagasy. À tout de suite.